Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous nous entendez bien. On vient de commencer, merci de vous être connectés à ces clés du trésor consacrées à l'intelligence artificielle. On est ensemble pour 1 heure à peu près, on a jusqu'à midi. Merci à toutes et tous de vous être connectés. On va avoir 4 présentations des équipes de la DG Trésor pour une bonne trentaine de minutes, après lesquelles on prendra vos questions. Vous pouvez poser vos questions en fait au fil de l'eau, soit par écrit dans le chat, et puis on y répondra à la fin des présentations. Mais n'hésitez pas à les mettre au fur et à mesure des présentations pour ne pas poser des questions que sur la dernière séance. Juste vous dire que l'IA, c'est naturellement maintenant considéré comme une révolution technologique à l'instar des révolutions technologiques précédentes, et on imagine bien que ça va générer d'importants bouleversements économiques, modifier notre façon de travailler, de produire des biens, des services. Ce séminaire, on se dit que ça pouvait être utile et l'occasion de vous présenter les principaux enseignements des impacts de l'IA qui sont tirés de la littérature économique. C'est beaucoup de littérature ex ante, mais aussi déjà un peu de littérature ex post. Si vous voulez en savoir plus et si on n'a pas répondu à toutes vos questions, vous pouvez évidemment retrouver ça par écrit dans le Trésor Eco qui a déjà été publié en avril 2024 sur ce sujet, et puis il y en aura un autre dans les prochaines semaines qui viendra le compléter. Si on regarde l'agenda de ce dont on va parler aujourd'hui, après un petit détour de rappel de définition de ce qu'on va entendre aujourd'hui par l'intelligence artificielle, on examinera les effets de l'intelligence artificielle sur la croissance, sur la productivité, sur l'emploi. C'est ce qui constitue le cœur de l'analyse que vous retrouvez dans le Trésor Eco déjà publié. Et puis, on parlera aussi de la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle, parce que la production des modèles d'IA constitue un enjeu économique important. Les dernières décennies ont montré que dans l'économie numérique, il pouvait y avoir des phénomènes de dynamique de concentration forte qui pouvaient nuire à la diffusion des technologies et aux utilisateurs des services numériques. Donc, on examinera ces questions de chaîne de valeur. Et pour terminer, on donnera quelques grandes tendances observables, notamment sur les investissements dans l'intelligence artificielle en comparaison internationale. Mais avant, qu'est-ce qu'on va entendre aujourd'hui par intelligence artificielle? Arthur, peut-être je te laisse la parole pour commencer. Merci Benjamin. Et donc du coup, avant de rentrer dans le détail des enjeux économiques, je vais revenir un peu de façon simplifiée sur ce qu'on entend par intelligence artificielle. Donc globalement, aujourd'hui, l'IA, c'est l'ensemble des techniques qui permettent à des machines de simuler l'intelligence humaine. Théoriquement, on peut classer 3 grands types d'IA selon leur niveau de performance: l'IA étroite, l'IA générale et la super IA. Alors aujourd'hui, il faut préciser qu'il n'y a que des IA dites étroites qui existent, et c'est-à-dire qu'elles ne peuvent effectuer qu'une tâche spécifique ou un éventail assez limité de tâches. Par exemple, les agents conversationnels comme ChatGPT d'OpenAI ou de Le Chat pour Mistral, aujourd'hui, restent considérés comme des IA dites étroites. Les 2 autres types d'IA, comme je le disais, aujourd'hui restent encore largement prospectives, mais pour décrire un peu rapidement ce qu'elles font, l'IA générale, en gros, ce serait équivalent à un Terminator, c'est-à-dire qu'elle serait capable d'effectuer l'ensemble des tâches intellectuelles qu'un humain pourrait effectuer, tandis que la super IA serait plutôt équivalent à Matrix, c'est-à-dire qu'elle surprend largement les capacités humaines dans l'ensemble des domaines. Au sein des IA étroites, on a quand même observé des progrès technologiques impressionnants ces dernières années, en particulier sur les modèles d'IA dits de langage. Donc, ce sont ces types de modèles qu'on retrouve derrière ChatGPT ou Le Chat. Alors, comment ces modèles fonctionnent-ils en pratique aujourd'hui? Globalement, il faut quand même les voir comme des générateurs de mots les plus vraisemblables. C'est-à-dire que d'abord, on donne au modèle une série de mots en entrée. Donc ici, sur l'exemple fictif qu'on vous a donné, la souris est mangée par le. Et ensuite, le modèle d'IA, il va essayer de déterminer quel serait le mot suivant le plus probable. Pour cela, en pratique, il va calculer la probabilité de chaque mot possible. Et ici, donc, le modèle il donne une probabilité de 100% à chat, de 30% à chien, de 5% à rat. Et donc, ces probabilités, comment elles sont construites? En fait, elles dépendent des données que le modèle aura utilisées lors de sa phase d'entraînement. Donc, on n'aura pas forcément les mêmes résultats, donc les mêmes probabilités, si les données d'entraînement proviennent de Wikipédia ou de Facebook, par exemple. Et donc, ici, sur l'exemple, le modèle va donc proposer le mot chat, ce qui va donner en sortie finale, en résultat, la souris est mangée par le chat, évidemment. Et donc, ensuite, le modèle d'IA, il peut réitérer ce processus
pour compléter la phrase, en ajoutant des adjectifs, etc., ou tout simplement pour compléter une nouvelle phrase. Et donc, ce type d'IA, aujourd'hui, peuvent être utilisées notamment dans les agents conversationnels, notamment pour la génération de texte. Donc là, c'est ce que vous voyez sur la capture de droite, avec un exemple où je demande à l'agent conversationnel s'il peut me résumer en 4 points synthétiques les effets économiques attendus de l'IA aujourd'hui. Donc là, à minima, vous pouvez voir sur l'exemple qu'il me répond en respectant la forme demandée, c'est-à-dire qu'il me donne bien 4 points synthétiques. Et sur le fond, vous voyez qu'il mentionne dans des termes très généraux la stimulation de la croissance, l'augmentation de la productivité, la transformation des emplois et les inégalités. Et donc, vous verrez dans la suite de la présentation si ces éléments correspondent ou pas aux éléments que nous, on va pouvoir vous présenter. En tout cas, l'utilisation de ce type d'agent conversationnel, c'est vraiment assez simple. Et c'est aussi ça qui a permis d'avoir l'explosion médiatique de ce type d'outils d'IA, avec des résultats qui sont souvent assez confondants pour les utilisateurs. Il faut faire attention, c'est que ces résultats produits, ce sont des phrases vraisemblables, mais pas forcément vraies. Et donc, il faut en parallèle vérifier par d'autres moyens les affirmations et les sources renvoyées par le modèle, car il peut en générer de fausses. Et ce phénomène, c'est ce qu'on appelle l'hallucination. Enfin, on peut préciser que les instructions qui sont données en entrée, elles ont un rôle primordial dans la qualité des réponses qui vont être fournies par le modèle et que vous allez pouvoir obtenir en interagissant avec ce modèle. Donc là, on a présenté un peu rapidement sur la partie génération de texte, mais ces progrès technologiques, on les observe aussi sur des tâches cognitives plus variées, comme par exemple la détection d'images, la reconnaissance d'images, la reconnaissance de sons. Et donc, sur le graphique, à droite, vous avez l'évolution temporelle de la performance des meilleurs systèmes d'IA relativement aux performances humaines selon différentes tâches cognitives. Donc, vous avez la reconnaissance d'images, etc. Globalement, on observe que c'est à partir de 2015 que les performances humaines ont commencé à être dépassées par certains systèmes d'IA. Et donc, ces progrès résultent à la fois de l'augmentation de la puissance de calcul informatique, qui permet donc d'avoir une meilleure performance, et d'autre part aussi d'innovation dans la structure des modèles d'IA qui sont utilisés, et en particulier l'utilisation de modèles dits transformers à partir de 2017. Enfin, la médiatisation de ces modèles, plus récente, s'explique surtout par, comme je le disais précédemment, par l'accessibilité des modèles d'IA et par la facilité qu'on a d'interagir avec ces modèles, notamment par les agents conversationnels qu'on a présentés juste avant. Mais les progrès techniques sous-jacents, ils sont aussi en partie antérieurs à cette explosion médiatique. Et donc, après ce rappel introductif, je vais vous laisser Jostran présenter les premiers effets de l'IA sur la croissance et la productivité. Bonjour, merci Arthur. Donc, la présentation elle va s'organiser un peu en trois petites parties. On va aller du plus grand au plus petit. On va commencer par la croissance au niveau macroéconomique. Ensuite, on va passer par la productivité des entreprises et enfin par les effets de l'IA sur la productivité des travailleurs. Alors, au niveau macroéconomique et théorique, ce qu'on peut dire, c'est qu'en tant que technologie à usage général, c'est-à-dire technologie qui s'applique à l'ensemble des pans de la société, qui est susceptible d'améliorer l'ensemble des procédés de production, l'IA a le potentiel de générer des gains de productivité très importants, comparables à ceux de précédentes révolutions technologiques, on y reviendra. Mais ce qui fait peut-être sa spécificité, c'est qu'elle est également susceptible d'améliorer la productivité dans la production d'idées. Et certains économistes parlent de l'IA comme de l'invention d'une méthode d'invention. Et donc ça lui donne une caractéristique supplémentaire, c'est qu'elle pourrait avoir, en plus des effets transitoires qu'elle aurait sur la productivité, autrement dit augmenter la productivité sur une période donnée, des effets permanents en améliorant continuellement le procédé d'innovation. Alors ceci étant dit, il existe quelques estimations très, disons, prévisionnelles des effets que pourrait avoir l'IA sur la croissance. Je vais vous en présenter certaines et vous verrez qu'elles sont assez différentes. Donc, la commission Aguillon sur l'IA compare les effets de l'IA à ceux de l'électricité ou des technologies de l'information et de la communication. Et donc, en extrapolant, part du principe que l'IA pourrait, sur les 10 prochaines années, générer une croissance des gains de productivité comprise entre 0,8 points de pourcentage si elle a les mêmes effets que l'éthique et 1,3 points de pourcentage si elle a les mêmes effets que l'électricité. En prenant comme hypothèse une croissance potentielle de 1,35% du PIB, ce qui est l'hypothèse du programme de stabilité, en termes de croissance, ça représenterait entre 250 et 420 milliards supplémentaires à horizon 2034. Donc c'est une estimation assez ambitieuse. Le FMI, de son côté, dans son dernier World Economic Outlook,
part du principe que l'IA pourrait générer entre 0,1 et 0,8 points de pourcentage de gain de productivité à l'échelle mondiale. Et pour avoir une estimation un peu plus pessimiste, on a celle d'Acemoglu qui, lui, part du principe que l'IA pourrait générer une croissance des gains de productivité de seulement 0,5 points de pourcentage sur les prochaines années, soit 0,05 points de pourcentage par an. Alors, une fois toutes ces estimations posées, on peut montrer un peu leurs limites et en fait pourquoi elles sont si différentes, parce qu'elles partent d'hypothèses un peu différentes. Les limites de ces estimations, elles sont essentiellement de deux ordres. Il y a des limites qui portent en fait sur les incertitudes concernant le déploiement de l'IA. Autrement dit, les gains de productivité permis par l'IA dépendront d'une part de la vitesse de sa diffusion et de son appropriation par les entreprises, et d'autre part de l'usage qui en sera fait. Autrement dit, pourquoi Acemoglu a des estimations de gains de productivité si faibles? C'est parce qu'il considère que les entreprises pourraient se servir de l'IA pour remplacer finalement des tâches à faible productivité, et donc les gains de productivité qui seraient obtenus seraient assez faibles. L'autre série de limites, elle est cette fois d'ordre théorique. La plupart de ces estimations n'ont pas d'effet, ne prennent pas en compte les effets de bouclage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en augmentant les gains de productivité, l'IA pourrait aussi détruire certains emplois, et ça jouerait pour le coup plutôt négativement sur la croissance. Alors si maintenant on regarde un peu au niveau empirique ce qui a été observé, ce qu'on peut mettre en évidence, c'est que on ne distingue pas pour l'instant d'effet de l'adoption de l'IA sur la productivité, mais il s'agit d'un phénomène assez classique dans le cas des technologies à usage général. Et ça s'explique en fait par deux grandes raisons. La première, c'est qu'il existe évidemment un délai de diffusion de ces technologies au sein de l'économie. Et la deuxième, c'est qu'il existe aussi un délai d'appropriation de ces technologies par les entreprises et les travailleurs. On peut faire ici référence au paradoxe de Solow, avec l'idée que si l'informatique a mis autant de temps à se traduire par des gains de productivité, c'est aussi parce qu'il a fallu que les entreprises réorganisent leur processus de production pour pouvoir tirer les gains de productivité de cette nouvelle technologie. Mais là encore, l'IA a certaines spécificités qui pourraient peut-être la rendre un peu différente des autres révolutions technologiques. La première, c'est que sa diffusion paraît relativement plus rapide, encore une fois, tout ça à prendre avec des pincettes, que les précédentes révolutions technologiques, comme vous pouvez le voir sur le graphique de droite. Et donc, si la diffusion était plus rapide, alors les gains de productivité pourraient aussi s'observer plus rapidement. La deuxième peut-être spécificité qui porte cette fois plus sur l'IA générative, c'est que son appropriation par les travailleurs et par les entreprises pourrait être un peu plus facile que celle de précédentes révolutions technologiques, notamment l'informatique. C'est montré par certaines études que en fait, les travailleurs n'ont pas beaucoup de mal à s'approprier l'IA générative. Si on descend encore cette fois au niveau des entreprises, c'est la slide suivante, là encore, en fait, il est difficile d'établir un lien de causalité entre l'adoption de l'IA et les gains de productivité. On observe bien un lien entre les deux. Autrement dit, il existe une relation entre l'adoption de l'IA par les entreprises et les gains de productivité. Il en existe d'ailleurs une aussi avec l'innovation qui est mesurée par le nombre de brevets déposés. Ce qu'on observe, c'est que les entreprises qui adoptent l'IA sont plus productives que les autres et déposent plus de brevets que les autres. Cependant, là encore, il faut prendre cela avec des pincettes, car le lien de causalité pourrait en fait être inverse. Autrement dit, plus une entreprise est productive, plus une entreprise est innovante, et plus elle a tendance à adopter l'IA forcément avant les autres. Néanmoins, on a quand même certains papiers récents qui essaient de contrôler cet effet et qui montreraient que l'adoption de l'IA a vraiment un effet, notamment sur l'innovation. Toutes choses égales par ailleurs. Donc là encore, l'ampleur en fait du choc sur la productivité des entreprises, elle va dépendre de la diffusion de la technologie et de la transformation des procédés de production, et de la capacité des travailleurs à s'approprier ces nouvelles technologies. Et vous voyez sur le graphique de droite que l'IA réclame plus de compétences techniques et ici socio-émotionnelles que d'autres emplois. En tout cas, c'est ce qu'on mesure dans les offres d'emploi qui sont liées à l'IA. Maintenant, si on descend encore, cette fois, on va s'intéresser aux travailleurs. Et cette fois-ci, on a vraiment des effets bien identifiés par la littérature et qui sont très intéressants. Ce qu'on observe, c'est que l'IA a un effet positif sur la productivité des travailleurs. Ça, c'est le premier constat. Et le deuxième constat, c'est qu'elle a un effet d'autant plus fort que les travailleurs sont initialement moins productifs. Autrement dit, l'IA conduit à une sorte d'effet de rattrapage entre travailleurs, les moins productifs rattrapant plus rapidement les plus productifs que sans intelligence artificielle. Ça peut s'expliquer par une forme de dévaluation des compétences spécifiques de certains travailleurs et aussi une dévaluation de l'expérience, l'IA permettant de rattraper plus rapidement le retard. Pour donner un exemple identifié dans la littérature, c'est celui des chauffeurs de taxi.
certains économistes ont regardé l'effet de l'introduction d'une IA qui permettait en fait de suggérer des itinéraires en fonction de la présence potentielle de clients sur le parcours. Et ce que montrent les auteurs, c'est que l'IA réduit de 14% l'écart de productivité entre les chauffeurs qui initialement avaient le plus de clients et ceux qui en avaient le moins, tout simplement parce qu'il n'est plus nécessaire en fait de connaître parfaitement sa ville et de savoir où vont les clients, puisqu'en fait l'IA le fait potentiellement à la place du chauffeur. Et dernier point sur ce rattrapage de l'écart, il s'applique aussi bien aux travailleurs non qualifiés qu'aux travailleurs les plus qualifiés, comme vous le voyez sur les deux graphiques ici. Sur la gauche, c'est la réduction de l'écart de productivité pour des conseillers de clientèle, et sur la droite, c'est la réduction de l'écart de productivité pour les consultants d'un cabinet de conseil, donc des niveaux de qualification très différents. Et juste pour finir sur ce point, mais ça peut évidemment avoir des conséquences importantes et intéressantes, par exemple en termes d'inégalité salariale, ou même en termes de politique de l'entreprise. On pourrait ainsi se demander si cet effet de rattrapage ne pourrait pas conduire à une réduction du turnover avec des entreprises qui gardent plus souvent leurs salariés puisqu'ils sont capables plus facilement de monter en compétences. Voilà. Et ceci étant dit, et ça fait la transition, je vais laisser la parole à Clémence sur l'emploi. Merci Josserand. Donc en effet, maintenant, on va étudier les effets de l'intelligence artificielle sur l'emploi et le marché du travail. Donc un premier point pour commencer, ce qu'on peut dire, c'est que l'effet total de l'IA sur l'emploi est encore difficile à anticiper. En effet, les estimations de l'effet agrégé de l'IA sur l'emploi sont encore peu nombreuses, mais l'effet semble limité sans présager des évolutions futures. Donc, les premiers résultats préliminaires ont une faible portée prédictive, car l'adoption de l'IA est encore limitée au sein des entreprises, quoique en hausse notable, et ces effets sont encore trop faibles par rapport à la taille du marché du travail. On a quand même quelques estimations qui sont sorties, dont une récente du FMI qui estime que 60% des emplois des économies avancées pourraient présenter un degré élevé d'exposition à l'IA. Alors concrètement, cette exposition se divise de la manière suivante. Vous pouvez regarder sur le graphique de droite qui présente ça de manière plus détaillée. Donc concrètement, sur ces 60%, on a 27%, donc en bleu sur le graphique, qui montrent une exposition élevée à l'IA et une complémentarité élevée. C'est-à-dire que ces 27% d'emplois seraient fortement complémentaires à l'IA, donc ils seraient susceptibles d'en bénéficier fortement. Mais on a aussi les 33% restants, donc en orange sur le graphique, qui présentent une exposition élevée à l'IA, mais une complémentarité faible. Et donc ces emplois-là seraient susceptibles d'être substitués par l'intelligence artificielle. Ces premières études sont à prendre avec des précautions pour plusieurs raisons, notamment parce qu'elles ne prennent pas en compte la courbe de progression de l'IA ni l'évolution de ses coûts de développement. Alors aujourd'hui, les coûts d'adoption et de développement de l'IA sont encore trop élevés pour que les entreprises les mettent toutes en place, mais ça peut changer dans les prochaines années. Peut-être que la technologie sera plus accessible aux entreprises. Par ailleurs, les études ont tendance à surestimer l'effet de substitution entre travailleurs et machines et à sous-estimer leur complémentarité. Et enfin, un autre point, c'est qu'elles ne prennent pas forcément en compte l'hétérogénéité des pratiques au sein d'une même profession. Donc, d'un point de vue de théorie macroéconomique, ce qu'on peut dire, c'est qu'à long terme, les effets de l'IA sur la demande de travail agrégée dépendront de mécanismes similaires à ceux qui furent observés lors de révolutions technologiques précédentes. Et ça s'illustre notamment par le mécanisme de destruction créatrice de Schumpeter, qui concrètement veut dire que les nouvelles technologies d'usage général, donc ici l'intelligence artificielle, pourraient détruire des emplois dans certains secteurs pour en recréer dans d'autres. Voilà, c'est ce qui est théorisé dans le mécanisme de destruction créatrice. Ensuite, plus concrètement, si on se place dans une perspective temporelle, on peut dire que les précédentes révolutions technologiques du XXe siècle avaient touché les travailleurs les moins qualifiés. Donc, ces révolutions technologiques ont été à l'origine de ce qu'on appelle en théorie économique un progrès technique biaisé, c'est-à-dire un progrès technique qui va être en faveur des plus qualifiés et en défaveur des moins qualifiés. En effet, la mécanisation et la robotisation, par exemple, ont été défavorables aux travailleurs manuels non qualifiés, alors que l'informatisation a été aussi défavorable aux travailleurs moyennement qualifiés qui étaient préposés aux tâches routinières et cognitives.
À l'inverse, ce qu'on peut dire sur le développement de l'intelligence artificielle, c'est que contrairement à ces précédentes révolutions technologiques, il pourrait toucher plutôt les métiers qualifiés. Donc, c'est-à-dire qu'il va menacer ces professions qui, avec des diplômés du supérieur, qui ont des salaires plus élevés. Et donc, l'IA va se substituer aux travailleurs hautement qualifiés pour réaliser des tâches qui requièrent des compétences plus avancées. Donc, c'est ce que vous voyez sur les deux graphiques ci-dessous, qui vous présentent le score d'exposition à deux types de technologies. À gauche, les robots, et à droite, l'intelligence artificielle. Le tout pondéré par l'emploi total au sein d'une catégorie de diplômes. Et là, on se concentre sur l'année, c'est en 2010. Donc, ce que nous montrent ces deux graphiques, à gauche, c'est que le score d'exposition aux robots est fort pour les diplômés avec un faible niveau de qualification, c'est-à-dire un niveau baccalauréat et inférieur au baccalauréat. À l'inverse, ce qu'on voit sur le graphique de droite, c'est que l'intelligence artificielle va présenter un score d'exposition élevé pour les niveaux de diplôme du supérieur, à savoir les niveaux licence et master. Alors, toutefois, à noter quand même, c'est que ces professions qualifiées pourraient toutefois, dans le même temps, être susceptibles de tirer des gains de productivité grâce à l'adoption de l'intelligence artificielle. Donc, elles sont à la fois exposées à la technologie, mais pourraient en bénéficier. Mais également, ce qu'il faut noter aussi, c'est que, vous voyez sur le graphique de droite, les professions peu qualifiées seraient aussi touchées par l'IA, mais dans une moindre mesure que les professions qualifiées. Parmi ces professions qualifiées qu'on a vues seront touchées par le développement de l'intelligence artificielle, toutes ne devraient pas être touchées uniformément. Donc les premières études nous montrent par exemple des différenciations en fonction du type de profession, du secteur considéré ou de la classe d'âge. Ce qu'on peut dire d'abord, si on regarde le type de profession, c'est que les expositions au risque de remplacement par l'intelligence artificielle seraient plus élevées pour les professions axées sur l'écriture et la programmation, par opposition à des professions qui reposent sur des savoirs scientifiques ou la pensée critique. Si maintenant on se place d'un point de vue sectoriel, ce sont les industries de traitement de l'information qui présenteraient une exposition élevée à l'IA par opposition à des professions dans l'industrie manufacturière ou l'agriculture, qui seraient plus faiblement exposées. Et maintenant, si on regarde en termes de classe d'âge, des études relèvent que ce sont plutôt les seniors qui auraient tendance à être mentionnés par leurs employeurs comme pouvant être plus défavorablement touchés par le développement de l'intelligence artificielle. Maintenant, si on regarde un petit peu la main-d'œuvre de l'IA, en quelle proportion elle est actuellement sur le marché du travail et quelles sont ses perspectives. Alors, ce qu'on entend par main-d'œuvre de l'IA, déjà en termes de définition, ce sont les travailleurs qui ont des compétences en statistique, en informatique et en apprentissage automatique qui pourraient développer et maintenir activement les systèmes d'IA. Donc, c'est un type de profession assez spécifique qui définit donc cette main-d'œuvre d'IA. Donc, ce que nous montre d'abord le graphique de gauche, c'est la part de cette main-d'œuvre de l'IA dans les pays de l'OCDE. Alors, en 2019, elle s'établit à 0,34% de l'emploi, donc vous voyez que c'est quand même relativement faible. Mais ce qu'on peut noter tout de même, et ça est valable pour l'ensemble des pays de l'OCDE considérés, c'est une augmentation rapide sur la période récente, avec une multiplication par 4 entre 2011 et 2019. Maintenant, si on se place du côté offre d'emploi, donc là, c'est plutôt sur le graphique de droite, qui vous présente les offres d'emploi donc sur données américaines, les offres d'emploi liées à l'IA. Donc là, pareil, si on regarde en perspective globale et aussi en découpage sectoriel, on a une hausse sur période récente de la part d'offres d'emploi en IA par grand secteur industriel sur la période entre 2010 et 2018. Cette augmentation rapide pour le marché du travail américain est aussi valable pour la France parce que donc, sur données récentes, on a des chiffres qui nous disent que le nombre d'offres d'emploi en IA est en progression de 45% entre 2019 et 2022 et qu'en 2022, aujourd'hui, les offres d'emploi en ligne liées à l'IA, donc qui exigent des compétences en IA, c'est 0,35% des offres postées en 2022.
et donc avec une forte progression également pour la France. Cette augmentation, il convient de rappeler qu'elle est principalement portée par les établissements dont la structure des tâches est adaptée à l'utilisation de l'IA et que ces établissements-là vont avoir pour conséquence de réduire leurs embauches dans les postes non liés à l'IA, et ce qui va se traduire notamment par le choix de ne pas remplacer certains retraités. Enfin, un dernier point à aborder quand on considère l'impact de l'IA sur le marché du travail, c'est l'effet sur le bien-être au travail. Alors, les études sont encore peu nombreuses sur le sujet, mais elles semblent a priori donner des effets contrastés. Alors, dont on va vous résumer les principaux points tout de suite. Donc d'abord, si on considère les effets positifs de l'utilisation de l'IA sur le bien-être au travail, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que les travailleurs et les employeurs ont tendance à dire que l'IA améliore leur performance, leurs conditions de travail, et que la technologie va leur permettre de se concentrer sur les tâches qu'ils préfèrent, c'est-à-dire celles qui vont se consacrer au contact client, à la créativité. Toutefois, les travailleurs vont exprimer des inquiétudes sur l'impact de l'IA, sur la stabilité de leur emploi et sur leur salaire, et certains craignent une pression à la baisse de leur salaire dans les 10 ans à venir. Enfin, si on considère l'impact de l'IA sur la santé mentale, l'anxiété ou la dépression des travailleurs, pour l'instant, les études ne trouvent aucun impact significatif de l'IA sur ces différents sur ces paramètres, mais encore une fois, les études sont encore préliminaires sur le sujet, elles mériteraient d'être davantage d'être poursuivies. Voilà. Merci à tous. Je vais laisser la parole à Charlotte maintenant pour la autre partie. Merci Clémence. Donc, nous allons maintenant parler de la chaîne de valeur de l'IA, c'est-à-dire la structuration du développement et de la distribution des modèles. Donc, pourquoi c'est un sujet important? Donc, comme rappelé par Benjamin en préambule, on a vu une forte concentration dans l'économie numérique dans les dernières décennies, avec l'émergence de grands acteurs positionnés sur les moteurs de recherche, les réseaux sociaux ou encore le cloud. Et in fine, cette concentration peut avoir des effets négatifs pour les utilisateurs finaux et sur l'innovation et la diffusion des technologies. Donc, il s'agit donc ici de comprendre la structuration de la chaîne de valeur pour anticiper au mieux d'éventuels enjeux concurrentiels et accompagner le développement de ces technologies pour que les entreprises françaises et européennes, notamment, puissent tirer pleinement parti des gains de productivité potentiels liés à l'IA que vous a présenté Jésus. Donc, on va commencer par regarder la façon dont se structure la chaîne de valeur. On peut la décomposer en 3 grands blocs. Donc, on a les intrants, les ressources qui sont nécessaires au développement du modèle, la partie entraînement et réentraînement verra des modèles en propre, puis le déploiement de ces modèles chez les utilisateurs finaux. Donc, pour bien comprendre la première partie des intrants, je vais rappeler très brièvement la façon dont fonctionnent ces modèles. Donc, ces modèles sont des gros réseaux de neurones artificiels, donc plein de neurones artificiels connectés entre eux, et un neurone artificiel va prendre en entrée des informations envoyées par les autres neurones ou bien les données entrées, traiter ces informations, donc concrètement effectuer un calcul, puis sur la base de cette information traitée, renvoyer de l'information aux autres neurones artificiels. Et donc la façon dont un neurone artificiel traite l'information dépend de paramètres, et c'est ces paramètres-là qu'on va optimiser durant l'entraînement du modèle pour que, à une donnée d'entrée précise, la donnée de sortie du modèle corresponde à un objectif. Donc plus le modèle est gros, plus on va avoir besoin de puissance de calcul pour entraîner ce modèle. Donc là, sur les modèles de TI générative, on parle de modèles qui ont des dizaines, voire des centaines de milliards de paramètres. On va avoir besoin d'énormément de calculs pour les entraîner. Le calcul, les entreprises peuvent y accéder soit en achetant des infrastructures de calcul, on utilise des puces de plus en plus spécialisées, ça peut avoir un coût assez important. Généralement, ce que vont faire les entreprises, c'est plutôt louer ces ressources de calcul auprès d'acteurs spécialisés. Ces grands modèles, ces grands réseaux de neurones ont également besoin de beaucoup de données pour être entraînés, et des données de qualité, de préférence. Donc là, il y a des bases de données qui sont publiques, mais les entreprises peuvent également utiliser des données propriétaires ou tierces sous licence. Et enfin, évidemment, pour développer ces modèles, on a besoin de main-d'œuvre qualifiée. Une fois ces modèles développés, ils peuvent être mis en accès de façon
variées. Donc, soit on peut avoir accès uniquement à l'utilisation du modèle. Par exemple, sur ChatGPT, vous posez une question, le modèle va répondre. Mais on peut également avoir accès à l'intégralité du modèle. Et là, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir le réentraîner sur une tâche spécifique. Donc, c'est toujours cette logique de optimiser les paramètres en fonction d'un objectif. Et là, on va changer l'objectif et éventuellement changer les données. Et l'intérêt, c'est que spécialiser un modèle ou le réentraîner peut demander moins de puissance de calcul, moins de données, et donc avoir un coût moindre. On voit se développer des plateformes sur lesquelles on peut avoir accès à des modèles entraînés, donc par exemple Hugging Face, et ces plateformes peuvent également donner accès à des outils qui aident à développer ces modèles, car on n'est pas obligé de repartir de zéro pour développer un modèle, et on peut s'appuyer sur un ensemble de ressources informatiques préexistantes. Enfin, en ce qui concerne le business model de ces modèles, ils peuvent être gratuits ou payants, et certaines entreprises peuvent mettre à disposition un modèle de façon gratuite, mais proposer des services payants autour des modèles. Donc, par exemple, on paye pour avoir accès en priorité à la nouvelle version du modèle ou pour avoir accès à un accompagnement dans le réentraînement du modèle sur des données spécialisées. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les grands acteurs du numérique que j'évoquais en introduction sont présents sur tous les créneaux de cette chaîne de valeur. En ce qui concerne les intrants, ils ont à la fois des ressources de calcul en propre, mais ils sont également présents sur le marché de la location de calcul. Par ailleurs, du fait de leurs autres produits et services, ils vont disposer d'importantes bases de données. En ce qui concerne le développement de modèles, ils développent à la fois des modèles en propre, mais ils font également des partenariats avec des startups, des entreprises émergentes qui développent ces modèles-là. Donc, ces partenariats peuvent prendre la forme d'un financement direct, mais aussi, par exemple, d'un don en calcul ou d'un accompagnement sur le développement du modèle. Et en échange, les modèles développés par ces entreprises émergentes vont être accessibles, et j'en viens au troisième point du bloc modélisation, sur les plateformes que développent les grands acteurs du numérique pour mettre en accès des modèles, qui se positionnent également sur cette verticale de distribution des modèles. Enfin, les grands acteurs du numérique disposent d'un certain nombre de produits et services dans lesquels ils peuvent déployer ces modèles-là, par exemple les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les écosystèmes téléphone ou bien les logiciels de productivité. Et donc, on peut craindre des risques concurrentiels sur cette chaîne de valeur, car ces grands acteurs du numérique, d'une part, ont un accès privilégié aux intrants critiques pour développer ces modèles. Donc, on l'a vu, ils disposent d'infrastructures de calcul, ils ont des données, ils sont capables d'offrir des salaires très attractifs aux meilleurs talents internationaux, mais ils contrôlent également certains de ces entrants, donc par exemple en se positionnant sur le marché de la location de calcul. D'autre part, ils contrôlent certains points d'accès au marché pour le déploiement des modèles, donc à la fois en se positionnant sur les plateformes, mais également en développant un certain nombre des produits digitaux dans lesquels, qui sont une verticale importante de déploiement des modèles. Ces deux aspects leur permettent de nouer des partenariats influents avec les autres acteurs très innovants du marché, ce qui renforce également leur position, donc, par exemple dans le cas des plateformes, en leur permettant de proposer sur leur plateforme les derniers modèles à l'état de l'art les plus pertinents. Donc là, je vous ai présenté des éléments qui peuvent faire craindre des risques concurrentiels. Il y a également des éléments qui pourraient favoriser l'émergence de nouveaux acteurs qui ne sont pas liés à ces grands acteurs numériques, comme par exemple le développement de modèles frugaux qui sont plus petits et donc on a besoin de moins de ressources pour les entraîner. Le développement de plateformes, s'il y a un risque concurrentiel, donc là, si les grands acteurs du numérique viennent à, pour l'instant, pas mal de plateformes sont ouvertes, mais si ces plateformes sont fermées, il peut y avoir un risque concurrentiel. Mais d'autre part, ces plateformes permettent aussi à un certain nombre d'acteurs de développer des nouveaux modèles de façon plus facile. Donc, on a des dynamiques qui vont dans les deux sens. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un examen approfondi de cette chaîne de valeur pour pouvoir accompagner le plus tôt possible les évolutions de cette chaîne concurrentielle pour que les entreprises puissent s'approprier au mieux ces modèles et bénéficier des gains de productivité. Et c'est dans ce sens-là que l'autorité de la concurrence française s'est autosaisie pour réaliser un examen approfondi des risques concurrentiels et elle devrait rendre un rapport à l'été.
Et je laisse maintenant la parole à Arthur. Merci beaucoup. Vas-y Arthur, si tu as encore… Oui, merci Charlotte, merci Benjamin. Du coup, rapidement, je vais revenir sur quelques grandes comparaisons internationales, quelques grandes tendances qu'on va illustrer par quelques chiffres. Donc tout d'abord, sur les dépenses de recherche et développement, avec un retard important qui s'est accentué depuis 10 ans. Sur le graphique, vous savez l'évolution entre 2012 et 2022 des dépenses de R&D des entreprises numériques selon leur région géographique. Et en gros, depuis 2012, on observe que l'écart s'est fortement accentué avec les États-Unis, tandis que la Chine a rattrapé et dépasse désormais l'Europe. Vous savez que la croissance significative des États-Unis, elle s'est principalement portée par les grands acteurs du numérique, donc Alphabet, Meta, Microsoft et Apple, qui aujourd'hui sont les 4 plus grandes entreprises qui dépensent en R&D. Et par exemple, en termes d'illustration, elles dépensent plus de 115 milliards de dollars de dépenses de R&D en 2023, ce qui est à peu près 40% du total des dépenses de R&D des entreprises du numérique pour les États-Unis. D'un point de vue des levées de fonds, on observe à la fois la même tendance avec les États-Unis qui dominent aussi les levées de fonds dans l'IA. Sur le graphique, vous voyez un peu l'évolution entre 2013 et 2023 des levées de fonds de start-up de l'IA par région géographique. Alors, vous avez une tendance depuis 10 ans sur une augmentation générale. Après, alors, la baisse des dernières années s'explique aussi par des conditions macroéconomiques moins favorables, avec un rehaussement en 2023 des États-Unis qui s'explique principalement par les levées de fonds dans l'IA générative, notamment OpenAI, Anthropic et Inflection AI. Rapidement, les domaines qui concernent les levées de fonds aujourd'hui, ce sont les infrastructures en IA, la relation client, en gros les agents conversationnels qu'on a évoqués en début, et la santé. Ensuite, d'un point de vue recherche, les États-Unis concentrent aussi et attirent, puisque sur le graphique, vous avez la répartition géographique des meilleurs chercheurs en IA sur leur pays d'origine à gauche et sur leur pays de travail sur la partie droite. Donc, vous savez que, évidemment, les États-Unis attirent énormément de chercheurs, notamment de la Chine, mais pas que. Vous voyez que la France, entre guillemets, perd une partie de ses chercheurs, puisqu'elle est le pays d'origine de 5% des meilleurs chercheurs en IA, mais qu'elle est le pays de travail de seulement 4% d'entre eux. Enfin, pour finir sur une note un peu positive, c'est que la France occupe quand même un rôle important dans l'écosystème IA, à la fois parce qu'elle dispose de bases de données en langue française et aussi parce qu'elle produit des modèles d'IA qu'on dit notoires et qu'elle est encore bien positionnée dans les classements. Donc, sur le graphique de gauche, vous avez le classement des langues par un nombre de bases de données accessibles sur Hugging Face, donc une des plateformes reconnues de développement de modèles d'intelligence artificielle. Et donc, vous voyez que le français est en deuxième position, alors largement derrière l'anglais, mais devant d'autres langues comme le chinois, le russe ou l'espagnol. Sur le graphique de droite, vous avez le classement des pays selon leur production d'IA dite notoire. Alors, ce qu'on entend par IA notoire, c'est des modèles d'IA qui sont considérés comme étant particulièrement influents dans l'écosystème IA. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la méthodologie, mais globalement, la France est plutôt bien classée puisqu'elle est troisième derrière les États-Unis et la Chine, mais devant d'autres pays européens comme l'Allemagne et d'autres pays non européens comme le Canada. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Vincent pour conclure. Parfait, merci beaucoup. Et pendant que Vincent conclut, tout en l'écoutant attentivement, je vous invite à poser vos questions dans le chat pour que les équipes puissent y répondre dans le gros quart d'heure qui nous restera ensuite. N'hésitez pas à poser vos questions. Vincent, à toi. Merci Benjamin, parfait. Le même rappel, n'hésitez pas dans les 2 petites minutes pendant lesquelles je parle pour poser vos questions. Merci Charlotte, Clémence, Arthur et Josserand pour cette belle présentation et votre respect du timing, bravo, très efficace. Alors avant qu'on passe aux questions et réponses, pour conclure, je voudrais juste élargir un petit peu la perspective, puisque tous ces travaux finalement alimentent une démarche beaucoup plus large et un ensemble d'initiatives que vous avez peut-être vues en partie. Je pense notamment à la commission sur l'IA qui avait été installée par la précédente première ministre, qui était coprésidée par Philippe Aghion et Yann Bouvreau, qui a rendu son rapport mi-mars. C'était un comité totalement indépendant, mais qu'on avait cherché à alimenter nous-mêmes avec nos travaux, histoire d'être utile autant que possible. Et à la suite de ce rapport, il y a eu des annonces du président de la République mardi soir, à la veille de l'ouverture de Vivatech. Donc ça, c'est tout ce qui concerne la politique industrielle pour l'innovation et le soutien à notre écosystème. Il y a également, vous en avez peut-être entendu parler, un sommet international qui va se tenir en France en février prochain. Les Anglais avaient organisé un premier sommet à l'automne dernier, Bletchley Park, sur l'IA et les risques existentiels posés par l'IA. On va élargir un petit peu le spectre pour dire qu'il n'y a pas que des risques, il y a aussi beaucoup d'opportunités, qu'il faut se saisir de ces innovations. Il y a eu un sommet intermédiaire cette semaine en Corée, et donc le prochain, en février prochain,
en février 2025 prochain, ouais, en France, qu'on organise. Mais également au G7, en ce moment même à Stresa, notre directeur du Trésor accompagne Bruno Le Maire. Et le G7 aussi évoque de nombreux enjeux posés par l'IA. Donc voilà, donc là on a évoqué un bout du sujet IA, des analyses, mais qui alimente derrière des travaux beaucoup plus larges, car ça soulève évidemment beaucoup de questions. Et donc voilà, et donc maintenant on va passer aux questions-réponses. Je vois qu'entre-temps vous avez effectivement pu poser des questions. Donc voilà, donc nous un petit peu pour alimenter des réflexions plus larges, et on a publié un premier Trésor Éco, et face au succès et aux nombreuses sollicitations que ça a provoqué, on poursuit nos travaux, et voilà, on va voir si on va essayer de publier d'autres papiers pour essayer de poursuivre et alimenter cette émulation générale. Alors pour les questions, je vous laisse dans la salle les prendre. Ouais, merci beaucoup Vincent. En effet, on va prendre les questions. Merci pour vos questions. On ne va pas réussir à y répondre à toutes, mais on va en prendre une bonne partie d'entre elles. La première qu'on a repérée étant celle de l'impact de l'IA sur le partage de la valeur ajoutée, par exemple, est-ce qu'elle peut déformer en faveur du capital? Ouais, alors pour répondre à cette question, effectivement, l'IA pourrait avoir un effet sur le partage de la valeur ajoutée et plutôt en faveur du capital. Donc il y a en fait deux éléments. D'abord, il y a des papiers qui montrent que le changement technologique est susceptible d'accroître la part du capital dans la valeur ajoutée, notamment via une réduction en fait du pouvoir de négociation des travailleurs. Et le deuxième élément, c'est que l'IA en particulier pourrait, comme Charlotte vous l'a montré, accroître la concentration des marchés. Et une forte concentration des marchés est susceptible aussi de déformer le partage de la valeur en faveur du capital, d'où aussi les enjeux en termes de politique de concurrence. Voilà. Donc, je vais prendre une deuxième question sur la puissance de calcul et la situation européenne, savoir si l'Europe est plutôt dépendante de location de puissance de calcul auprès de plateformes ou constitution d'infrastructures de calcul indépendantes. Donc oui, effectivement, on constate un retard européen sur la puissance de calcul. Donc, comme l'a rappelé le président de la République mardi à l'occasion d'un rassemblement des acteurs d'intelligence artificielle en Europe, on a près de 3% des GPU, donc ce sont des puces de calcul utilisées, déployées. Il a fixé un cap de 20%. On a effectivement une dépendance aux plateformes, mais on développe des infrastructures de recherche publiques, donc qui ont vocation à être utilisées soit par la recherche publique, soit par la recherche privée. Donc ces infrastructures sont développées à la fois au niveau national, mais également au niveau international, au niveau européen. Et pour finir, on a quand même eu des annonces de grands acteurs numériques qui vont implanter des centres de calcul en France. Et donc, on peut au moins se féliciter d'avoir la partie physique des infrastructures sur le territoire national. On a une question de Sandrine Gaudin sur la réglementation européenne. Est-ce que la régulation européenne va renforcer ou pénaliser le positionnement de l'Europe par rapport à ses concurrents? Arthur, est-ce que tu peux donner des éléments? Alors, peut-être quelques éléments, effectivement, sur la réglementation européenne avec la mise en place du règlement IA qui va se faire qui a été finalisé de négociation au niveau européen et qui va rentrer en œuvre durant les prochaines années. Alors, dans tous les travaux qu'on vous a présentés là, il n'y a pas d'intégration de la régulation européenne. Voilà, donc ça reste des travaux préliminaires sans intégration spécifique de ce qu'on a pu faire au niveau européen. Est-ce que ça va pénaliser ou pas l'Europe par rapport à ses concurrents? Ça va surtout dépendre en fait de la mise en œuvre effective qui va être faite par les autorités de régulation de la régulation. Et donc ça, il va falloir attendre un petit peu que le texte soit effectif et de voir comment à la fois les différents acteurs et les autorités de régulation se saisissent du sujet pour savoir si elles vont plutôt inciter sur les angles innovation ou sur les angles protection. Donc on verra dans les prochaines années comment l'Europe et la régulation va se positionner vis-à-vis des comparaisons internationales. Enfin, on a une deuxième question de Laurent Martin sur est-ce que l'augmentation de la puissance de calcul demandée par l'IA, quel impact ce serait sur la consommation énergétique et l'environnement? Alors, c'est effectivement une très bonne question sur le lien, de façon plus générale, entre numérique et environnement.
Là-dessus, spécifiquement, on a évoqué un petit peu que effectivement, là, le développement et l'entraînement de modèles d'intelligence artificielle demandent énormément d'énergie, notamment pour alimenter les centres de données, etc. C'est aussi pour ça qu'on met aussi en avant tout ce qui est développement, on va dire, d'IA dite frugale, c'est-à-dire des d'IA qui sont potentiellement plus petites avec des niveaux de performance similaires, mais qui consomment évidemment moins d'énergie. Aujourd'hui, dans la littérature économique, on n'a pas forcément identifié de résultats qui permettraient d'établir un clair lien spécifique de l'IA au sein du numérique. On commence à avoir des chiffres de façon plus générale sur le numérique. Et donc ça, globalement, aujourd'hui, dans l'empreinte environnementale du numérique, les éléments qu'on peut vous fournir, c'est que la principale partie de l'empreinte environnementale numérique, elle est concentrée dans les terminaux et notamment dans la partie fabrication, donc, qui aujourd'hui en Europe sont principalement importés, et que du coup, les principaux leviers d'action qu'on a aujourd'hui pour réduire l'empreinte environnementale du numérique, c'est principalement sur à la fois l'éco-conception des équipements numériques et sur l'allongement de la durée de vie. Et peut-être juste en complément sur cette question, c'est peut-être un avantage de la France justement dans l'intelligence artificielle d'avoir une énergie décarbonée. De ce point de vue-là, ça peut être intéressant. Donc, la question suivante, donc je l'ai lu. Étant donné que les effets sont différenciés entre entreprises et entre travailleurs en fonction de leur distance à la frontière technologique, peut-on penser que les effets sur la productivité seraient différents entre pays selon qu'ils soient développés, émergents ou à faible revenu? Alors, c'est une excellente question et c'est un risque qui a été identifié notamment par le FMI. Effectivement, la grande différence, disons, dans les gains que pourrait entraîner l'IA pour les pays développés et peu développés, c'est qu'il y en a qui sont plus préparés à adopter et à voir la diffusion de l'IA au sein de leur économie, c'est vraiment pour deux raisons. D'abord parce que vous avez des infrastructures numériques qui sont beaucoup plus développées dans les pays développés que dans les pays peu développés. Et la deuxième raison, c'est que vous avez une main-d'œuvre qualifiée qui est susceptible à la fois de développer l'IA et de la déployer au sein des entreprises, qui est beaucoup plus importante dans les pays développés que peu développés. Et donc effectivement, le risque à terme, c'est de voir un accroissement de l'écart productivité et de l'écart de développement entre les pays. Ceci étant dit, il y a aussi certains papiers qui montrent des effets plus positifs, en fait, cette fois en termes presque de réduction de l'écart. C'est que l'IA peut, dans les pays peu développés, compenser certaines difficultés économiques. Je donne deux exemples. Le premier, c'est que vous avez des systèmes d'IA qui pourraient être utilisés, par exemple, pour améliorer l'accès à l'éducation. Et le deuxième, c'est que vous avez certains pays peu développés qui ont déployé des systèmes d'IA pour corriger certaines défaillances du système de santé. Par exemple, pour mieux identifier les territoires qui sont les plus à même de souffrir de manque, par exemple, en termes de vaccination. Et donc, en fait, vous avez aussi des effets positifs qui pourraient exister dans ces pays peu développés. Donc, l'écart de productivité devrait être augmenté, mais vous avez peut-être un peu ces effets qui pourraient compenser. Ensuite, on a une question qui nous demande si on a, nous, Trésor, on allait faire une étude spécifique sur l'IA et le développement de certains secteurs, notamment la cybersécurité et le spatial. Alors, c'est pas prévu dans notre programme de travail. Ensuite, on a une question sur est-ce qu'on observe une tendance à l'augmentation de bases de données spécialisées pour, faire monter la qualité générale des réponses des modèles de langage, et deux, est-ce que ça va d'étendre les champs couverts par les modèles de langage vers des domaines plus pointus, notamment par exemple pour utiliser les modèles de langage pour faire du design de puces ou autre. Alors du coup, sous contrôle de mes collègues, on n'a pas d'observation sur ces tendances-là, mais effectivement, c'est un sujet vraiment très important, notamment pour la spécialisation de modèles, puisque la qualité du modèle et son caractère original dépend vraiment de la qualité des données. Et notamment, on voit sur beaucoup de modèles de fondation spécialisés sur des données très intéressantes, comme par exemple des protéines, etc. C'est là où on peut vraiment dégager de la valeur ajoutée. Il y a des projets de politique publique pour développer les données en langue française, mais effectivement, la question des données spécialisées est une question très intéressante et importante. Alors, moi, j'avais une question sur les effets sur l'emploi. J'ai en tête que sur les robots, les papiers d'Aguillon montraient que, contrairement à l'intuition que vous pouvez avoir, en fait, c'est les boîtes qui adoptaient des robots. Chez elles, on voyait des effets plutôt positifs sur l'emploi. Et finalement, les effets, parce qu'il y avait des gains de compétitivité, du coup, ça leur permettait d'embaucher. Les boîtes en question gagnaient des parts de marché. Et les effets négatifs des robots, finalement, ils n'étaient pas liés à la substitution directe dans ces entreprises-là, mais dans les autres boîtes qui perdaient en compétitivité. Est-ce que c'est le genre d'effet qu'on peut aussi imaginer sur l'IA? Est-ce qu'il y a des résultats déjà qui vont déjà en ce sens?
ou qu'est-ce qu'on a comme premier résultat un peu empirique, dont vous avez déjà un peu parlé, mais sur les effets sur l'emploi de l'intelligence artificielle? Ouais, alors effectivement, il peut y avoir en fait des effets de bord, donc pas des destructions d'emploi directement dans les entreprises concernées, mais dans les autres entreprises du secteur. J'ai un papier en tête qui en fait montre que c'est pas le cas pour l'IA et que ça, au contraire, ça augmente l'emploi. C'est un papier de Babina qui date de 2024 et en gros qui montre que dans les entreprises les entreprises qui adoptent l'IA ont tendance à avoir une croissance supérieure aux autres entreprises du secteur. Donc ça, c'est le premier effet, notamment grâce aux innovations en termes de produits. En fait, elles innovent plus en termes de produits, donc elles vendent plus de produits, elles ont une croissance supérieure. Et le deuxième effet intéressant, c'est que cette croissance de l'emploi ne se fait pas au détriment des autres entreprises du secteur. Autrement dit, quand un secteur adopte la technologie, on a une croissance de l'emploi qui est identifiée au niveau du secteur dans son ensemble. Après, c'est un premier papier et effectivement, il peut aussi y avoir des effets de bord avec des entreprises qui gagnent des parts de marché au détriment d'autres et qui détruisent l'emploi. Et alors, sur la durée des jobs, tu avais commencé à évoquer ce sujet, mais donc on voit que l'IA peut aider des employés moins performants à rattraper en partie peut-être des employés plus performants. On imagine que ça peut, je trouve qu'il y a des papiers en ce sens, aider en fait davantage les jeunes, les gens récemment arrivés sur leur poste parce que ça les aide à monter en puissance plus rapidement. Et alors, du coup, c'est pour ouvrir le débat là-dessus, est-ce que ça peut pas au contraire accroître, diminuer la durée sur les jobs, parce qu'en fait, une entreprise aurait moins de complexe à prendre des nouveaux, parce qu'elle se dirait avec l'IA, ils vont monter encore plus rapidement en puissance sur leur poste et ils seront plus vite à la frontière, et donc ça diminue l'avantage comparatif de celui qui a du capital humain spécifique déjà bien accumulé. Est-ce qu'on peut pas aussi craindre des effets de raccourcissement des jobs? Alors si, c'est vrai que c'est la deuxième option envisageable. La première était plus optimiste, mais cette option, en fait, c'est marrant parce qu'elle va aussi un peu dans le sens du pouvoir de négociation qui pourrait être défavorable au travailleur. Effectivement, si on part du principe que c'est à cet effet-là, ça veut dire que les travailleurs pourraient être plus interchangeables et donc en fait que leur pouvoir de négociation pourrait d'une certaine façon aussi diminuer. Donc ça va aussi dans le sens du partage de la valeur déformée en faveur du capital. Mais pour le coup, j'ai pas en tête de papier empirique sur la question, mais effectivement, les deux possibilités. Non, j'imagine qu'on n'aura pas encore de papier exposé sur ces sujets-là. On va mettre du temps à l'observer. Alors, on a une autre question qui nous est arrivée. On va poser une autre question avant et ça fait un peu la transition, justement sur l'impact de l'IA sur les salaires et les inégalités. Qu'est-ce que nous dit la littérature à l'heure actuelle? Donc, c'est que les révolutions technologiques passées, comme on l'a montré, elles sont plutôt donné lieu à un progrès technique biaisé, donc en faveur des travailleurs qualifiés et en défaveur des travailleurs peu qualifiés, ce qui donc a pu être un facteur d'inégalité salariale et d'accroissement de ces inégalités. Et donc la question qui se pose maintenant, et c'est la théorie de certains économistes, c'est que étant donné que l'IA va plutôt concerner les travailleurs qualifiés, est-ce qu'on n'aurait pas une diminution des inégalités salariales et donc des inégalités tout court? En effet, donc il y a certains économistes qui disent que l'IA pourrait réduire ce qu'on appelle le skill premium, c'est-à-dire la différence salariale entre les très qualifiés et les moins qualifiés, parce que l'IA va se substituer aux travailleurs très qualifiés. Et dans ce cas de figure, il y a certains économistes qui pensent que l'IA pourrait renverser les inégalités salariales qui ont été créées ces dernières années avec l'automatisation, la mondialisation, et reconstituer ce qu'on appelle donc la classe moyenne, les travailleurs de la classe moyenne. Voilà, donc c'est une des théories en ce moment qui, encore une fois, est une des premières qui mériterait d'être complétée par d'autres études. Alors, peut-être pour conclure, parce qu'il nous reste 3 minutes, moi, ce que je proposais comme question conclusive, c'était est-ce qu'on peut reprendre le slide où on voyait que ChatGPT essayer de lui-même de donner les effets de l'IA et qu'on voit, une fois qu'on a vu votre analyse, votre conclusion, si c'est ce sur quoi finalement il était assez loin de ce que les papiers à la fois ex ante et ex post commencent à dire, que c'est une façon d'illustrer un peu les limites. Vous voulez que je redise? Ouais, peut-être, je ne sais pas si le public voit le slide. Donc, il nous avait dit sur les 4, résumé en 4 points synthétiques, les effets économiques attendus de l'intelligence artificielle sur la croissance, la productivité et l'emploi. Premier point, stimulation de la croissance. L'IA peut créer de nouveaux marchés, produits et services améliorant donc la croissance économique. Donc, je se rends, peut-être que tu peux... Oui. Non, c'est ce que tu dis sur la destruction classique. Tout à fait, ça semble vrai, des effets de productivité, voilà. Etc. Augmentation de la productivité, donc automatisation des tâches répétitives et amélioration de la prise de création grâce à l'analyse de données, conduisant à une meilleure efficacité
en effet, donc au niveau des travailleurs et des entreprises, on a une amélioration de la productivité envisagée. Ensuite, troisième point sur l'emploi, bien que certains emplois puissent disparaître, oui, tout à fait, l'IA devrait en créer de nouveaux et transformer les tâches existantes, tout à fait, ce qui exige des compétences nouvelles. En effet, c'est ce qu'on vous a présenté, c'est que l'IA entraîne des modifications sur le marché du travail en termes de compétences demandées et favorisant des compétences nouvelles, et donc l'adaptation des métiers existants, ce qui passe par la formation, notamment. Et dernier point, inégalité et défis. L'adoption de l'IA peut engendrer des disparités et soulever des préoccupations en matière de sécurité et de vie privée et d'éthique, nécessitant ces actions de la part des acteurs, des décideurs politiques et des entreprises. Tout à fait. Et donc, c'est là l'objet, les enjeux des politiques publiques actuelles, de réfléchir aux moyens d'accompagner les mutations technologiques liées à l'adoption de l'IA. Donc, il n'y avait rien de archi-faux quand même dans la réponse en question de ChatGPT, même si vous n'auriez pas mis ces 4 points-là exactement en avant. De cette façon-là, on a vu toutes les nuances possibles. Juste pour préciser qu'il y a certaines questions auxquelles on n'a pas forcément pu répondre, parce que, par exemple, on n'a pas forcément, nous, les éléments pour y répondre. Voilà, c'était juste pour préciser que les personnes qui ont vu leurs questions ne pas être répondues, on les a bien vues, mais on n'a pas forcément les éléments pour y répondre actuellement. Et alors, à la question la plus fréquemment posée, qui est où est-ce qu'on retrouve ce matériel? Donc, la réponse du coup qu'on peut refaire, c'est dans le Trésor Eco déjà publié, vous retrouverez les effets sur la croissance, la productivité, l'emploi. Et dans le Trésor Eco qui sera publié cet été, les résultats notamment sur la chaîne de valeur. Voilà, donc c'est à ces 2 documents qu'on peut vous renvoyer, où vous retrouverez une bonne partie des graphiques et analyses que vous avez vues aujourd'hui. Il me reste à vous remercier toutes et tous d'avoir participé au vu du nombre de questions qu'on a reçues. Je crois que c'était une présentation qui vous a intéressé. En tout cas, moi, je trouvais très intéressante. Merci beaucoup à vous 4 et à Vincent pour sa conclusion, à vous toutes et tous pour y avoir participé. Et à bientôt pour des prochaines clés du Trésor sur des thématiques qu'on vous précisera dès que possible. Merci beaucoup à toutes et toutes. Merci à tous. Au revoir.